Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce mardi 3 septembre 2024, journalisme, le professionnalisme indispensable. Le président du Conseil national de la communication a fait une descente ce jour dans quelques médias privés de la ville de Douala, dont STV. Un bon chauffeur peut faire des sorties de route. Il est donc important de lui rappeler quelques consignes précises Joseph Tchébonken Kalaboupsou. Celui-ci est venu rappeler le respect de l'éthique et de la déontologie qui encadrent le métier. On parlera sport football dans ce journal. Match Cameroun-Namibie du 7 septembre prochain. Les Lions indomptables ont effectué leur première séance d'entraînement cette fin d'après-midi au stade Omnisport de Yaoundé. Entraînement qui se déroule après l'imbroglio hier au sujet des plans de vol et hôtels où devraient descendre les Lions. S'agissant de ces derniers, doivent-ils prendre position dans ce qui s'appelle désormais le conflit Fecafoot-Minsep? Bernard Tchoutan, ancien lion indomptable, donnera son avis. Il est en posture d'invité dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à cette édition d'information bilingue. Nous démarrons tout de suite en langue anglaise et c'est avec vous, Christelle Assek. Good evening. Good evening, Orion Donken. Good evening, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. Let's dive right into today's news stories. The National Communication Council boss, alongside his team, have embarked on a crucial mission in Douala. Today, September 3, 2024, visiting local media companies to emphasize the importance of professionalism in journalism. His talk kicked off at Spectrum Television, where he highlighted the need for responsible reporting that fosters social cohesion and avoids hate speech. Join us as Oni Ladonet and Nene Future bring you the latest insights from this very significant visit. The National Communication Council has commenced a visit to media houses in Cameroon's economic capital to emphasize the importance of upholding professional standards in reporting and TV programs. The first stop this Tuesday, September 3, is Spectrum Television, where the NCC delegation urged presenters to refrain from allowing insults from guests and to avoid unprofessional conduct on air. You would bear with me that insults, denigrations, uncalled for, unprofessional attitudes have become the order of the day on our sets today. And even sometimes on radio. And those who perpetrate those things say they are doing it in the name of professionalism. While STV has received warnings from the NCC in the past, it has been commended for its overall professionalism, with the council encouraging the station to continue striving for excellence. We have noticed that the journalists of this particular channel, STV, are good, but they can do better. In the sense that they have a triple responsibility: to be responsible journalists, to be educators, and also to try as much as they can to remain professional in what they do. Given that Cameroon hosts a diverse range of media outlets, including television, radio, and print, the need for ethical practices is essential for serving audiences both locally and globally. You are being watched out of Cameroon, and so what image would you want others to have about the media in Cameroon? I think that we merit a more responsible press than what a few are portraying about the press in Cameroon today. Following its visit to STV, the NCC delegation will continue its tour to other media houses in the economic capital. The team emphasized that this visit is not related to the upcoming presidential elections.
Et je vous propose à présent d'écouter cet extrait du président du CNC, Joe Tchebonquin, a tenu à préciser que les présentateurs de Spectrum Télévision, bien que certains ont déjà été convoqués, ne sont en aucune façon la cible du Conseil national de la communication. Je vous propose de l'écouter. On peut être sur un volant et chacun en train de conduire sur un cortège, mais une voiture peut sortir du cortège. Cela ne veut dire pas que le chauffeur c'est un mauvais chauffeur, c'est qu'il a fait un mauvais manœuvre. Et c'est ce que, quand vous attirez l'attention du conseil, c'est que vous avez fait un mauvais manœuvre. Deuxième chose, certains, par exemple, Serge qui a pris la parole, vous a félicité. Ce n'est pas parce que tout ce que vous faites est bon. C'est parce que la majorité de ce que vous faites est bon. Mais on peut avoir des points d'ombre. Troisième chose, le conseil n'est pas là pour sanctionner systématiquement. Comme son nom l'indique, c'est un conseil. Et qui dit conseil rassemble les sages. Tous ceux qui sont au conseil ont pratiqué la profession de ce métier pendant au moins 25 ans. Et ce n'est pas à chaque moment quand on vous invite à une brigade à la gendarmerie qu'on vous punit. On peut vous inviter parce qu'on veut que tu donnes une information. Parlons de toute autre chose à présent, alors que le chef de l'État s'est envolé il y a quelques heures pour Pékin, en Chine, où il prend part dès ce 4 septembre au 4e forum de coopération sino-africaine. La rédaction de Spectrum Télévision passe en revue ce soir les relations entre le Cameroun et la Chine, des relations diplomatiques vieilles de plus de 50 ans. Léla Renganzo. Unir les mains pour faire avancer la modernisation et construire une communauté sino-africaine de haut niveau avec un avenir commun, c'est sous ce thème que la capitale chinoise accueille dès ce 4 septembre et jusqu'au 6 le forum de coopération sino-africaine. Au rang des délégations présentes à ce 4e sommet du FOCAC, le Cameroun, représenté au plus haut niveau par son chef d'État. En effet, le Cameroun et la Chine entretiennent des relations diplomatiques depuis le 26 mars 1971 et depuis 1997, le président Paul Biya a effectué 7 visites en Chine. Partenaire stratégique dans le développement du Cameroun, les réalisations chinoises dans le pays de Paul Biya sont nombreuses, notamment le volet infrastructure. Nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale, palais des congrès de Yaoundé, hôpitaux gynéco-obstétriques et pédiatriques de Douala et Yaoundé, palais polyvalent des sports de Yaoundé, stade de Limbé Bafoussam, port en eau profonde de Kribi, pour ne citer que cela. Plus loin, l'Institut national de la statistique révèle qu'en 2023, les échanges commerciaux entre le Cameroun et la Chine ont atteint 1178,1 milliards de francs CFA, soit une hausse de 24,1% par rapport à 2022. Avec une part de marché de 18,9%, la Chine est le premier fournisseur du Cameroun devant l'Inde et la France. Si les exportations camerounaises vers la Chine, comprenant des produits comme le pétrole brut ou même encore le gaz, ont connu une hausse de 33,9%, l'Institut national de la statistique précise tout de même que le Cameroun affiche un déficit commercial avec la Chine. Un déficit atteignant les 714,3 milliards de francs CFA en 2023, soit une augmentation de 18,5% par rapport à l'année précédente. Une relation commerciale déséquilibrée en faveur de Pékin, le FOCAC 2024 permettra peut-être de revoir tout ceci.
Rentrée scolaire 2024-2025, les parents se bousculent dans les rues de la capitale politique à quelques jours du 9 septembre, rentrée des classes. Dans les marchés comme dans les librairies, l'heure est à l'achat des fournitures pour les enfants. Dites-vous, Olivier Bouzique. Dans les rues de la capitale, la rentrée scolaire bat son plein. Entre inscription des enfants et achat de fournitures, les parents sont bousculés. Et pas seulement les parents, les commerçants aussi ont perdu le sommeil. C'est la saison de grande pointe, surtout pour les outils de l'école, comme cette spécialiste des cartables scolaires. Il y a les sacs de boutique, il y a le friperie, et c'est les bons friperies. Même tu pars avec, tu ne peux même pas regretter ton sac. L'affluence augmente au fur et à mesure que l'on se rapproche du 9 septembre, ce qui influence les prix des marchandises. Malgré tout que ça passe quand même un peu, mais la grande chose qui est là, que les femmes viennent, ils plaignent que c'est dur. Et je suis là pour baisser les prix, parce que je veux que chaque enfant doit avoir le sac. Je ne veux pas que la mère se plaigne que oh, mon enfant est rentré à l'école a déjà commencé, mon enfant n'a pas le corps de sac. Dans les librairies aussi, ça se bouscule, malgré quelques manuels qui continuent de manquer à l'appel. Ceux qui sont disponibles, ainsi que le matériel didactique, coûtent quelques petites fortunes aux parents. Nous nous rendons compte que plus les années passent, plus les fournitures scolaires et tout ce qui va avec est de plus en plus spéculatif, c'est-à-dire que va vers la hausse. Et vraiment avec les moyens que nous avons, nous n'arrivons pas à pouvoir joindre cette rentrée scolaire. La faute au coût de la vie qui devient davantage difficile, la rentrée scolaire en prend un coup. Et toujours au sujet de la rentrée scolaire, les enfants défavorisés et démunis du quartier Etambafia, c'était à Yaoundé, soutenus à quelques jours de la rentrée scolaire. Ils ont reçu des kits scolaires ce 1er septembre 2024. Inès Pangan et Dieudonné Niassa. C'est un travail de fourmi qui a abouti au recensement des enfants des familles défavorisées et démunies du quartier Etambafia en Kolndongousset dans la ville de Yaoundé. La méfiance des uns et des autres a pu être contournée par la présence des autorités traditionnelles de ce secteur. A été accompagnés par les chefs de bloc et les chefs de quartier qui nous ont facilité l'accès auprès des populations. Vous savez, quand on vient vers des personnes diminuées, c'est toujours compliqué de pouvoir causer avec eux, de pouvoir les entretenir. Donc les chefs de quartier, généralement, ils nous font avoir un accès beaucoup plus facile pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse discuter avec ces personnes défavorisées. L'association, à l'origine des dons de 150 kits aux enfants, souhaite par ce geste encourager les élèves à plus d'efforts sur le chemin vers la réussite scolaire et aux parents de prendre avec plus de sérieux l'éducation de leur progéniture. Je voudrais dire à nos enfants qui ont reçu ces dons de doubler plus d'efforts à l'école pour bénéficier d'autres avantages. Peut-être d'autres l'année prochaine, ils pourront encore avoir les mêmes dons, quoi. De donner une éducation valable à leurs enfants, que ces kits-là les poussent à vraiment prendre soin de leurs enfants. Le plus important, c'est la famille, prendre soin de ses enfants. L'éducation, c'est essentiel dans une famille. C'est vraiment de prendre soin de leurs enfants et de les pousser à aller toujours de l'avant et à se surpasser. La remise des cadeaux se fait ce 1er septembre 2024, à quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025. Une opération qui rentre dans sa 4e édition cette année. And away from our local stories, we now take you over to New York, one of the fashion capitals of the world. But the industry has made fewer strides in advancing and promoting minorities. In Harlem, a neighborhood, a program is tapping into community talent, led by a local who almost missed out on the industry entirely. More of the story with our VOA partners. When I sit at the sewing machine, or if I'm at the table working on something, I'm in my sanctuary. I've grown to really, really love what I do. I don't like it, I love it. Henry Smith is a master tailor and sewing instructor in New York City. As a young man growing up in Harlem, it's work he never imagined for himself.
I was in church one Sunday morning and this lady came up to me and she asked me if I wanted to learn how to sew. I was like, no, I don't want to learn how to sew because sewing is for girls. The offer came at a time when life at home had become difficult. His father had remarried after his mother's death, and Smith's relationship with him and his stepmother had grown estranged. I was angry, very, very angry, so much to the point that I had made it up in my mind that I needed both of them to feel the hurt that I was feeling. And this was on a Friday that I came up with this idea that when I left the house Monday morning to go to school, that I was going to commit a very heinous act. But that Sunday at church, when a congregant saw a different future for Smith, she offered to pay for a local tailoring program. She said, baby, she said, I looked into your eyes from across the church. She said, and I saw something in your eyes that said if somebody didn't intervene in your life, you was going to make a mistake that was going to cost you your life itself. And she wasn't lying. Smith studied at the Manhattanville Needle Trade School, opened by Marian Anderson, the first African-American licensed to teach tailoring in New York City. He was everything that I needed. You know, he was the counselor, he was my father, he was my mentor, he was my friend. And with that relationship, it changed my mindset as to what I was going to do the very next day. Smith now has his own custom tailoring business in Harlem, a predominantly African-American neighborhood in New York. He's also teaching the next generation of seamsters at Sew Harlem, a business incubator for local creatives and entrepreneurs. It's a vital addition to New York's fashion scene, known the world over for its influence, but notably lacking in its diversity. One of the main causes is a lack of mentors and sponsorships for minorities, but not in this corner of the city. For Smith, giving back is personal. I embrace people based on my past, based on how I got to be where I am. Because you never know what someone comes into this atmosphere with. Giving others an opportunity that can make all the difference, much like the one given to him over 30 years ago. For this accomplished tailor, it's a life dedicated to helping others fashion theirs. Tina Trin, VOA News, New York. Parlons sport football à présent. Marc Brice et ses poulains ont effectué leur première séance d'entraînement cette fin d'après-midi au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Séance qui s'est tenue dans une ambiance sereine. Olivier Bouzique nous donne quelques temps forts. 16h10 au stade annexe numéro 1 du stade Amadou Ahidjo, le bus affrété par le ministère des Sports pour le transport des lions sous escorte policière débarque. Un par un, les 22 lions et les membres du staff technique descendent et se rendent directement sur la pelouse. La séance d'entraînement ne tarde pas à démarrer. Marc Brice, qui a accusé un retard, les rejoint quelques minutes après. À droite, exercice d'étirement. À gauche, Alioune Boukar s'occupe des 3 portiers. Les exercices se multiplient. La presse n'a droit qu'à 15 minutes d'image. Les journalistes ont massivement répondu présent, chacun avec sa petite opinion de l'ambiance au sein de la tanière. Beaucoup de leçons à tirer aujourd'hui. C'est une équipe solidaire, un groupe qui se sent véritablement à l'aise et qui voudrait montrer aux Camerounais qu'ils ont envie d'aller toujours en avant après cette belle rencontre livrée ici, dernièrement face au Cameroun. Ils ne regardent pas, allez voir, ils ne regardent pas les problèmes qui se trouvent autour du pays, ils se concentrent sur le ballon parce que c'est ça qui est important. Les Camerounais ont besoin de cette confiance-là, cette victoire qui va les consolider, qui va permettre aux uns aux autres de rester fiers de leur équipe nationale. Les problèmes d'ailleurs, les problèmes extra-sportifs du terrain ne les concernent pas. Ils veulent simplement rester dans cette dynamique de faire grandir le football camerounais et de redorer le blason de cette équipe nationale du Congo. J'ai vu une équipe de Lions notables, dégagée, enthousiastes, qui ont envie de démontrer qu'ils ont des choses pour cette rencontre capitale. Parce qu'il est toujours bien de commencer avec une victoire lorsqu'on engage une campagne. Maintenant, tout autour, j'espère qu'ils vont faire absorption et que pendant qu'ils sont là, on va essayer de trouver quelques petites solutions afin que la victoire soit notre samedi prochain. Quel qu'en soit l'endroit, on va discuter de cette rencontre. D'autres séances d'entraînement sont prévues d'ici à samedi prochain, jour du match Cameroun-Namibie.
Et ce sont des entraînements qui se tiennent après l'imbroglio hier au sujet de l'hôtel où devaient descendre les poulains de Marc Brice. S'agissant justement de ces derniers, doivent-ils ou pas prendre position dans le désormais conflit FECAFOOT de MINSEP? La question a été posée à Bernard Choutan, ancien lion indomptable. Il réagit dans ce journal en posture d'invité. En ce qui concerne les joueurs, franchement, je pense que les joueurs ne devraient pas être mêlés à ça. Ça, c'est la première chose que je pense. Les joueurs ne devraient pas être mêlés à ça. Les joueurs sont là pour jouer au foot et c'est tout ce qu'ils savent faire. Moi, je pense. Mais maintenant, la situation est là. Et ils font partie du jeu. Qu'ils veulent ou pas, ils sont là aujourd'hui. Et ils doivent à un moment faire un choix entre une fédération qui protège les intérêts. Parce que à la fin, c'est la fédération qui protège les intérêts des footballeurs. Moi, voici en tant qu'ancien footballeur, aujourd'hui, c'est la fédération qui protège mes intérêts. Tous les footballeurs, c'est la fédération qui protège les intérêts. Ce n'est pas le sport, ce n'est pas le ministère des Sports, ce n'est pas autre chose, c'est que la fédération. Et puis même, au-delà même de ça, vous avez le statut du joueur. Que nos petits frères essaient un peu de lire, parce que j'ai l'impression que beaucoup n'aiment pas lire. Qu'ils essaient de lire le statut du joueur. Ligne 40, ça dit quoi? Chaque joueur qui sort d'un club est automatiquement va vers l'association qui est enregistrée à la CAF. Et la seule fédération qui est enregistrée à la CAF, c'est la FECAFOOT. Au Cameroun, c'est la FECAFOOT. Donc quand le club te libère, peu importe, je prends un exemple. Quand un club comme Marseille libère un joueur, c'est pour la Fédération camerounaise de football. Ce n'est pas pour autre chose que pour la Fédération camerounaise de football. Maintenant, vous savez, si les joueurs ne respectent pas, la loi est là. Et elle a ce qu'on appelle, quand tu ne respectes pas la loi, tu es puni. Et pour être puni, il y a 3 façons qui sont simples. Il y a la FIFA, il y a la fédération et il y a le club. Si tu ne respectes pas le fait que quand ton club te libère pour la fédération informe ton club. J'espère que la fédération l'a fait. Moi je dis, si c'était moi qui décidais la fédération, j'informerais tous les clubs pour dire que depuis hier, que j'ai donné le plan de vol aux joueurs, les joueurs ne sont pas arrivés. Et maintenant les joueurs vont assumer. À un moment, il ne faudrait pas que nous pensions que les joueurs sont des enfants. C'est des garçons, c'est des grands garçons. Et à un moment, il faut qu'ils assument ce qu'ils sont. Parce qu'au-delà de tout, ce sont des pères de famille, ce sont des grands garçons. Et ils doivent assumer le fait que quand ils sont libérés par le club, c'est pour la fédération. Ils ne peuvent pas faire ça en Europe. Je pense qu'ils ne peuvent pas le faire en Europe. Pourquoi ils veulent le faire au Cameroun? Donc, on doit respecter aussi, chacun doit respecter sa place. Et j'espère que les joueurs doivent respecter leur place. Non, je pense vraiment pas que les joueurs ont pris parti. Vous savez ce qui s'est passé à l'aéroport hier. Les joueurs ont eu un plan de vol qui a été affrété par la Fédération camerounaise de football. Ils ont pris ce plan de vol, ils sont arrivés à Douala. Certaines personnes, je ne sais pas lesquelles, ont décidé qu'ils viennent à Yaoundé. Ils sont à Yaoundé, qu'ils fassent ce qu'il faut. Mais moi, j'ai dit hier dans une autre chaîne de télé, donc n'est pas la cité, Vision 4, où j'ai dit une chose qui est simple. Vous savez, quand le club te libère, je vous ai pris l'exemple de Marseille, je reprends. Quand l'Olympique de Marseille te libère pour la Fédération camerounaise de football, et que dans ton plan de vol, c'est Marseille pour Douala, où la Fédération t'attend, et qu'à l'heure dit tu dois arriver, la Fédération ne t'a pas vu. Et la Fédération est surprise, elle informe ton club comme quoi tu n'es pas arrivé, et ce qui est normal, même si on apprend qu'ils sont à l'hôtel à Yaoundé, nous, ce n'est pas le cas. La Fédération a dit qu'on t'attendait à Douala, tu n'es pas à Douala, alors la Fédération informe ton club que le joueur n'est pas arrivé. Et après, le joueur va prendre sa responsabilité et dire à son club pourquoi il n'est pas arrivé. Et là maintenant, peut-être que le ministère va comprendre que ce n'est pas leur devoir, ce n'est pas eux de convoquer les joueurs, c'est la fédération qui convoque les joueurs. Et si la fédération convoque les joueurs, le joueur doit se rendre à la convocation de la fédération. Donc que nos petits frères aussi prennent conscience que c'est comme ça que ça se passe. J'ai dit dans cette même émission hier que, à mon époque, je l'aurais dit, avec tout le respect que j'ai pour ceux qui ont été mes coéquipiers à l'époque, à mon époque, ça ne pourrait pas arriver parce que nous, on prenait des décisions et on n'avait pas peur de dire que non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et on se mettait même souvent en grève pour entrer dans notre dû. Et ça marchait. Donc je pense qu'à un moment, les joueurs ne doivent plus se protéger en disant que non, nous sommes que des footballeurs. Non, non, non. La situation est tellement grave pour qu'ils prennent position et qu'ils assument leur position. S'ils décident demain qu'ils veulent plus travailler à la FECAFOOT, c'est leur choix, mais qu'ils le disent. Et s'ils estiment que c'est la FECAFOOT qui doit travailler avec eux, qu'ils le disent. Parce qu'à un moment, ce que je lis dans les commentaires que je lis dans les réseaux sociaux ne sont pas agréables pour nous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas le ABC du football, mais qui parlent au football. C'est dommage, mais bon, comme les Camerounais disent, nous sommes 30 millions de supporters, 30 millions d'entraîneurs, 30 millions de présidents de fédération, 30 millions d'anciens footballeurs.
que chacun dit ce qu'il veut. Mais à la fin des fins, il y a une seule personne qui doit être sanctionnée, c'est le footballeur, s'il ne respecte pas la charte du footballeur. C'est-à-dire que le respect des tests. Merci. And still in line for this crucial Namibia match, 18 out of the 24 players summoned by head coach Mark Breeze have arrived in Cameroon. The squad touched down yesterday and immediately hit the training pitch today at the Annex 1 of the Omnisport Stadium. Oni Ladonet gives us exclusive updates on their training session in the following report. The indomitable Lions of Cameroon are roaring into preparatory action this Tuesday, September 3, as they gear for their highly anticipated Africa Cup of Nations qualifiers against Namibia come Saturday. According to a detailed program released by Germain Noualisenge, the team's press officer appointed by the Ministry of Sports, the Lions will gather for a crucial training session at the first annex of the Omnisport Stadium at 4 p.m. This follows breakfast at 9 a.m. and rigorous strength conditioning sessions earlier in the day. As of 2 p.m. today, 18 players have reported to camp, with the remaining squad members expected to join later in the evening. Among the standout players are Captain Vincent Abubakar, alongside key contributors like Michael Gandu-Gajui, Christian Basogok, Collins Fai, and Martin Hongla. Not to be overlooked are Simon Omosiola, Kevin Kudu, Carlos Baleba, Jules Manco, Jackson Chachwa, Boris Eno, Didier Lakemze, and Andre Onana. While the majority of the squad settled into the Hilton Hotel in Yaoundé, 5 players, Brian Bemo, Zambo Anguissa, Christopher Wu, Simon Gapandwebu, and Frank Magri, touched down at the Douala International Airport and were accommodated at the Best Western Hotel. By 10 a.m. this Tuesday, they joined their teammates in the political capital. Cameroonians were glued to their screens throughout Monday night, following the scenes at the Douala International Airport. The receiving delegation faced challenges at the airport, where they were left waiting for players, overshadowed by a power struggle between the Cameroon Football Federation and the Ministry of Sports regarding team logistics. The La Falaise Hotel, designated by the Cameroon Football Federation, welcomed just the assistant coaches with no player in sight. This ongoing power tussle cast a shadow over the upcoming game, with fans left wondering where the Lions will take the field. Meanwhile, an advanced mission team from the Namibia Football Association is already in Garoua, inspecting the facilities that will host the Brave Warriors in just a few days. Tickets for the match have been made available in the northern city, fueling excitement amongst local supporters eager to witness the action live. Toujours en sport, football féminin cette fois-ci, les Lions indomptables des moins de 20 ans affrontent la Colombie aux premières heures de ce mercredi lorsqu'il sera 2h, heure du Cameroun. Match qui compte pour la deuxième journée dans le groupe A. Lors de la première journée, déjà, le Cameroun a fait match nul 2-2 face au Mexique et la Colombie a battu l'Australie par 2-0 et est actuellement leader de ce groupe A avec 3 points, devant le Cameroun deuxième avec 1 point, à égalité avec le Mexique. L'Australie ferme la marche avec 0 point. Sur le match Colombie-Cameroun, je vous propose d'écouter les réactions de l'entraîneur Hassan Bala et de la joueuse Mangui. C'est la Colombie, pays hôte, devant leur public, dans l'enfer du Bogota en quelque sorte, parce que ce public pousse son équipe. Mais nous sommes le Cameroun, nous sommes les Lions indomptables, nous sommes habitués à ça. Et je pense que mes filles sauront vraiment rendre cette atmosphère à notre faveur. Vous savez, si on n'encaisse pas tout, on marque vite, cette équipe va lâcher. Moi, je vous le dis, l'équipe de la Colombie est prenable. Je ne peux pas dire qu'elles ne sont pas prenables. Elles ont quand même une très belle équipe avec leurs joueuses. On ne va pas se focaliser sur l'île d'Akessodo. Il y en a beaucoup. Elles ont 3 à 4 joueuses importantes aussi au niveau du milieu de terrain, même dans leur défense centrale. De toutes les façons, moi je n'ai pas de soucis. On va travailler. On cherche toujours à être optimiste pendant qu'on prépare le match. Vous savez, la qualification, ça va passer par la Colombie, c'est pas la Colombie que ça va passer. Et continuer à tenir notre parcours d'invincibilité, surtout ne pas perdre. Et je pense qu'on fera tout. Les filles sont conscientes.
Pour commencer, je dirais que dans cette Coupe du Monde, il n'y a pas de petite équipe. Alors si la Colombie a pu gagner 2 buts à 0, nous pouvons aussi le faire. Nous sommes très sereins, nous allons continuer à travailler, à suivre les instructions de nos encadreurs, à rester disciplinés, à beaucoup prier et surtout, le jour du match, nous allons donner le meilleur de nous pour sortir victorieuse de cette Coupe. Il n'y a pas de petite équipe. Nous n'allons pas simplifier une équipe parce qu'elles ont eu à perdre un match. Nous allons juste rester concentrés, travailler et donner le meilleur de nous. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle. Good night, Orion Duncan. Good night, televiewers. Thanks for watching. Be sure to join us again tomorrow for fresh news and more news on Spectrum Television. Good night.